Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors dans cette vidéo, dans la série des grands théorèmes, on va démontrer le théorème de Courant-Fischer et les inégalités de Weil. Alors ça va être l'occasion pour explorer les propriétés remarquables des valeurs propres des matrices hermitiennes et leurs perturbations. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on va faire des choses très fines en analyse matricielle, mais sans trop de bagages, sans nécessiter trop de bagages mathématiques. Alors, vous allez voir que avec le théorème spectral concernant les matrices hermitiennes et les matrices symétriques, avec quelques petites idées, on peut aller vers des résultats très très fins. Voilà. Donc cette vidéo peut être suivie par un étudiant qui a fait, qui a fait de l'algèbre bilinéaire, notamment le théorème spectral. Voilà, alors si tu es nouveau, il y a toute une playlist consacrée au grand théorème. Il y a aussi des playlists contenant des cours du niveau de l'université, cours des exercices corrigés. Alors tu peux aller faire un tour et voir ce qu'il y a là-dedans. Alors bien sûr, liker, s'abonner, partager permet d'encourager la chaîne et permet à son contenu d'atteindre un large public. Alors allons-y. Donc les inégalités de Weil. En 1912, Hermann Weil, un mathématicien allemand, pose le problème suivant. Alors il faut dire que le contexte historique, 1912, c'est l'époque de l'essor de la mécanique quantique, et donc l'étude des opérateurs auto-adjoints était à son apogée, et donc Hermann Weil s'est posé un problème. Voilà, alors donc le problème est le suivant, donc on prend une matrice hermitienne. Alors le cas général en dimension infinie, c'est les opérateurs auto-adjoints, donc une matrice hermitienne, donc ça c'est le système stable, ça peut représenter quelque chose en physique, et on la perturbe avec une autre matrice hermitienne, donc il y aura une perturbation. Et la question que s'est posée Hermann Weil est la suivante. Alors, quelles sont les valeurs propres, quelles sont les relations qu'il peut y avoir entre les valeurs propres de la matrice A perturbée par P, donc c'est les valeurs propres de la matrice A plus P. Alors les valeurs propres en physique, c'est le spectre, c'est la fréquence, etc. Donc la question, est-ce qu'on peut contrôler les valeurs propres de la perturbation en fonction des valeurs propres de la matrice initiale et de la matrice de perturbation. Voilà, donc ça, c'est le problème qui a été posé par, par Hermann Weil. Et dans un article paru en 1912 sur la loi asymptotique des distributions des valeurs propres pour certaines équations dérivées partielles, eh bien, il résout le problème et il établit les inégalités qui sont maintenant connues comme des inégalités de Weil. Voilà, et donc ça, il le fait pour une situation plus générale que les matrices hermitiennes, à savoir les opérateurs auto-adjoints. Alors donc, dans cette vidéo, donc je vais vous présenter ce résultat central dans l'analyse matricielle, qui sont les inégalités de Weil et qui débouchent, qui ont des conséquences très très importantes. Voilà, donc en fait ça c'est que les débuts, parce qu'à partir des inégalités de Weil, il y a eu plein de résultats qui sont apparus. Bon, alors ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on va regarder de plus près l'objet central de cette vidéo qui sont les matrices hermitiennes, et on va explorer les propriétés de leurs valeurs propres, notamment à travers deux résultats, le théorème d'Oreilly et le théorème de Courant-Fischer. Et à partir de là, on va déduire, vous allez voir, d'une manière relativement simple, les inégalités de Weil.
Voilà, alors les matrices hermitiennes. Donc les matrices hermitiennes, donc une matrice à coefficient complexe est hermitienne si elle est égale à son adjoint. L'adjoint, c'est le transposé du conjugué de A. Voilà, donc c'est ça. Alors le cas particulier, quand la matrice est à coefficient réel, eh bien, les matrices hermitiennes à coefficient réel sont tout simplement les matrices symétriques. Voilà. Alors, ces matrices, eh bien, ils possèdent deux propriétés fondamentales qui vont jouer un rôle important dans cette vidéo. Alors, la première, c'est que leurs valeurs propres sont toutes réelles et, et en plus, ils sont diagonalisables dans une base orthonormée, c'est-à-dire il existe une base orthonormée de vecteurs propres de ces matrices. Voilà, alors ces deux faits, ben, c'est ce qui va jouer dans cette vidéo. Alors, puisque les valeurs propres sont réelles, eh ben, on peut les ordonner. Donc, on les ordonne donc, de la plus petite à la plus grande. Alors, bien sûr, on répète, il y a des répétitions selon la multiplicité de la valeur propre. Et donc, cette remarque va créer une application de l'ensemble des matrices de l'espace vectoriel des matrices hermitiennes à valeur dans R, qui à chaque matrice hermitienne associe la km valeur propre, qui est bien définie, la km valeur propre pour K entre 1 et 1. Donc cette application, voilà, on a cette application, ce qui n'est pas possible si on prend toutes les matrices, parce que les valeurs propres, ils peuvent être, certains sont réels, d'autres sont complexes, et donc on ne peut pas faire ça. Voilà, donc on les ordonne, on profite de l'ordre et on définit cette application de l'ensemble de l'espace des matrices hermitiennes, la valeur dans R qui a chaque matrice associe sa km valeur propre. Alors, par exemple, déjà pour comprendre comment on construit l'adjoint, donc vous avez une matrice, donc vous considérez le transposé. Et ensuite, l'adjoint consiste à considérer les conjugués dans la matrice transposée. Donc c'est ça l'adjoint. Donc dans le cas réel, cette opération ne fait rien du tout, puisque là, le conjugué d'un réel est un nombre réel. Et donc, voilà, donc voilà, alors un exemple. Donc si vous prenez cette matrice, c'est une matrice hermitienne. Alors il faut remarquer que les colonnes, la diagonale d'une matrice hermitienne est toujours formée de nombres réels, puisqu'on va avoir AI égale à A bar II, et donc ça va être réel. Et si vous calculez les valeurs propres de cette matrice, ben vous allez trouver 2 et 5 en multiplicité. Donc lambda 1 de A c'est 2, lambda 2 c'est 5 et lambda 3 c'est 5. Voilà, donc ça c'est la... Alors maintenant le théorème de Weyl. Donc on va l'énoncer maintenant et on démontrera plus tard, comme ça bon, pour que vous saviez où on va aller. Donc voilà, on prend deux matrices hermitiennes. Alors on considère A comme la matrice du départ et B comme une perturbation. Et on a les valeurs propres. La IM valeur propre de A plus B de la matrice perturbée est majorée par cette somme-là. Donc là, il y a n-i plus 1 contrainte supérieurement sur la lambda i A plus B. Et l'égalité dans cette inégalité, il est réalisé si seulement si il y a un vecteur propre commun à ces trois matrices. Donc quand il y a un vecteur propre, c'est-à-dire il y a un x qui est à la fois vecteur propre de A plus B pour cette valeur propre, et pour A pour cette valeur propre, et etc. Voilà. Donc on a ces contraintes. Donc il y a ces contraintes supérieurement sur lambda i de A plus B, et inférieurement on a lambda i A plus B supérieur à ça. Donc là on a i contrainte sur lambda i plus B.
Voilà, et c'est ça les inégalités de V. Alors, il y a donc plein de conséquences qu'on peut tirer de ça, vu le nombre de contraintes. Voilà. Et là aussi, dans ce cas-là, l'égalité est atteinte quand il y a un vecteur propre commun. Donc voilà, donc c'est ça le théorème qu'on va démontrer à la fin. Bon alors, pour cela, donc on va fixer quelques notations et on va passer par le théorème de Rayleigh qui va jouer un rôle important dans la démonstration, et je vous donnerai le théorème de courant Fischer, bon, qu'on ne va pas utiliser dans la démonstration, mais qui est une conséquence immédiate du théorème de Rayleigh. Alors, voilà, donc quand vous avez une matrice A, son adjoint, donc une matrice de type NM, son adjoint est une matrice de type MN, et il est donné par cette formule. Voilà, et on a cette relation. Le produit l'adjoint du produit, c'est l'adjoint des produits renversés. Donc, voilà. Alors, on va considérer les vecteurs de Cn comme des vecteurs colonnes. Donc, je considère Cn comme les matrices n lignes et une colonne. Et on a un produit hermitien, le produit Yx, c'est cette quantité Y étoile X. Voilà ça. Et ça nous donne un nombre complexe. Ça, c'est le produit hermitien. Alors, il est linéaire par rapport à X et cisqué linéaire par rapport à Y. C'est-à-dire, si vous mettez un lambda ici, ben, il va sortir lambda bar ici. Voilà. Voilà, et donc il est bilinéaire, mais cisqué linéaire par rapport à Y et linéaire par rapport à X. Voilà, et ça, c'est le produit hermitien canonique de Cn. Alors, bien, on lui associe une norme, donc la norme euclidienne, donc racine de x étoile x. Voilà. Et une matrice est hermitienne si son adjoint est égal à A, donc ça on l'a déjà énoncé. Donc ça c'est équivalent au niveau du produit de cette égalité là, AXY égale à X AY. Et le cas particulier, c'est quand la matrice est à coefficient réel. Être hermitien, c'est équivalent à dire qu'il est symétrique. Alors, les trois propriétés remarquables des métriques hermitiennes. La première, c'est que ce produit est toujours réel. X étoile à X est toujours réel. Donc ça, c'est important. Et on va voir apparaître cette quantité dans le théorème de Rayleigh. Les valeurs propres sont réelles de A. Et si j'ai deux vecteurs propres, alors associés à deux valeurs propres distinctes, ils sont orthogonaux. X étoile Y égale à 0. Bon, alors voilà, alors ça c'est facile, donc c'est une conséquence de l'hermitianité de A. Donc là, je prends ce nombre complexe. Alors, sans adjoint, ce n'est rien d'autre que ce sont conjugués, puisque ça, c'est un nombre. Voilà, et donc c'est ça. Alors maintenant, j'applique la formule de l'adjoint du produit. Donc, l'adjoint du produit, c'est x étoile a étoile x. Donc, ça, c'est égal à ça. Et a étoile égale à a. Donc, je retrouve que ça, le conjugué de ce nombre égale à lui-même. Donc, ce nombre est réel. Donc, si je prends une valeur propre, et je prends un vecteur unitaire propre, associé à x égale lambda x, si vous calculez lambda, si vous faites x étoile à x, on sait maintenant que c'est réel, et bien vous aurez ici lambda x qui va sortir, il y aura x étoile x qui est égal à 1, et donc lambda est réel. Voilà. Et si vous avez deux vecteurs propres, x et y, ben vous écrivez ça, donc ça c'est AY, c'est lambda de y, et vous faites l'adjoint, donc ça va vous donner y étoile x. Mais vous utilisez la formule du conjugué du produit, ça vous donne ça. Et ça, c'est AX, qui est lambda 1, donc vous trouvez ça égal à ça. Et puisque lambda 1 est différent de lambda 2, on a y étoile x égale à 0. Voilà, donc ça, c'est les trois propriétés fondamentales.
Alors à partir de là, ben, on a le théorème. La pierre angulaire, c'est le théorème spectral. Voilà, donc si vous avez une matrice hermitienne, alors il existe une base orthonormée formée de vecteurs propres de A. C'est-à-dire que on a une base telle que le produit hermitien xi, xj, c'est delta ij, et axi égale lambda i, xi. Voilà. Et ça, donc ça, c'est pas très difficile une fois qu'on a ce qu'on vient de voir pour les propriétés. Donc, vous prenez une valeur propre, voilà, vous prenez la plus petite valeur propre, vous prenez le sous-espace propre associé, et vous prenez son orthogonale. Alors, le fait que la matrice est hermitienne va vous dire que l'orthogonale est invariant par A. Donc vous regardez la restriction de A à l'orthogonale et vous refaites ce processus. Et c'est comme ça que vous allez construire la base orthonormée. Et on a un résultat analogue pour les matrices symétriques. Voilà. Donc ça, c'est la pierre angulaire. Et donc on a ce que je viens de dire, ben, c'est la démonstration. Il faut juste s'asseoir et faire les choses. Voilà. Alors la positivité, donc comme cette quantité est un nombre réel, on peut se demander à quelle condition il est toujours positif. Eh bien, il est toujours positif ou nul, si seulement si les valeurs propres sont positives ou nulles. Il est défini positif, c'est-à-dire il est positif pour tout x différent de 0, si seulement si toutes les valeurs propres sont strictement positives. Et on a bien sûr le résultat analogue pour les matrices à coefficients réels. Alors la preuve, donc dans ce sens-là, si je suppose que A étoile x est supérieur ou égal à 0, et je vais montrer que les valeurs propres sont positives, donc je prends une valeur propre, lambda, je prends un vecteur propre associé, unitaire associé à lambda, et lambda c'est x étoile à x, puisqu'on a supposé que ça c'est positif, lambda est positif. Alors dans l'autre sens, je suppose que les valeurs propres sont positives, et je prends une base orthonormée de vecteurs propres, qui ça c'est assuré par le théorème spectral, et je calcule, donc je prends x, je l'écris en coordonnées dans cette base, et je calcule cette quantité. Alors cette quantité, on va voir, il va apparaître, et en fait on a cette formule. Puisque là vous faites le produit, et comme la base est orthonormée, on a x étoile i fois x étoile j égale delta ij, donc il n'y aura que xi, et donc on aura mu i bar mu i, ça donne le modulo carré, lambda i. Et cette quantité, évidemment, positive, il va s'annuler si seulement si ui égale à 0. Voilà. Voilà, donc il faut retenir, voilà, cette quantité va apparaître dans le théorème de Rayleigh, il est donné par cette formule. Alors maintenant, la convention concernant les valeurs propres. Donc si on a une matrice hermitienne, alors on adopte la convention sur les valeurs propres. Donc quand on parlera des valeurs propres, on va partir de la plus petite à la plus grande. Alors, bien sûr, il y aura des répétitions selon les multiplicités. Voilà, donc les valeurs propres sont ordonnées. Et donc à chaque matrice hermitienne, on associe d'une manière bien définie sa km valeur propre. Alors, donc, parfois, quand il y a plusieurs matrices hermitiennes, on note lambda IA pour désigner les valeurs propres de Rayleigh, ici avec bien sûr cette convention. Alors, voilà, donc on a ça. Alors, on sait aussi que si lambda est valeur propre de A, moins lambda est valeur propre de moins A, donc ça nous permettra de donner les valeurs propres de moins A ordonnées. Voilà, donc j'inverse, donc il y aura un moins. Donc celle-là devient, ça c'est le lambda 1 de moins A. Et ça c'est le lambda 2 de moins A, et ça c'est lambda n de moins A. Et donc voilà, on a cette formule qu'on va utiliser.
La kème valeur propre de moins A, c'est moins lambda n moins k plus 1a. Voilà, ça c'est une remarque importante qui va apparaître dans ce qu'on va faire. Voilà, et maintenant on peut énoncer le théorème de Rayleigh. Alors, donc je prends une matrice hermitienne, ses valeurs propres sont ordonnées, et je prends une famille ordonnée, une sous-famille à k vecteurs voilà, d'indices. Je prends une famille orthonormale de vecteurs propres associés aux valeurs propres lambda i1 jusqu'à ik. Et je prends sous cet espace vectoriel S. Donc ça, c'est l'espace vectoriel engendré par cette famille. Donc, en restriction à S, la matrice hermitienne a pour valeur propre lambda i1 jusqu'à lambda ik. Et le résultat, c'est que lambda i1, ça va être le minimum de cette quantité pour x dans S et de module 1. Donc on prend tous les x étoiles à x avec x de module 1 et son minimum, c'est justement la plus petite valeur propre. Et le maximum, c'est la plus grande valeur propre. Voilà, voilà. Et donc, on a les inégalités de Rayleigh. Quel que soit x dans S, x étoile, on a cette inégalité-là. Et dans ces inégalités, on a l'égalité. Donc, on a x étoile à x égale lambda i. Si x est un vecteur propre associé à lambda i1, et la même chose. Donc, c'est ça le premier résultat important. C'est que sur le sous-espace vectoriel engendré par des vecteurs propres associés à des valeurs propres, à une famille d'indices de valeurs propres, et bien la plus petite valeur propre, c'est le minimum, et la plus grande valeur propre, c'est le maximum. Voilà, alors voilà, on note cet ensemble, on note UA, donc je veux montrer que ça c'est le minimum et ça c'est le maximum. Donc le minimum, donc il doit être dans A, dans UA, dans cet ensemble, et lambda i1 doit être un minorant, et lambda ik doit être un majorant. Si je montre ça, ben, je vais montrer ça. Le minimum, c'est un élément dans l'ensemble qui est un minorant. Voilà, alors donc déjà je remarque que lambda i1 égale à x, i1 étoile à x, donc il est dans UA. Lambda égale donc la même chose, donc là pas de problème, ces deux valeurs sont dans UA. Et si je prends un vecteur unitaire x et je calcule lambda i1 moins x étoile à x, alors on a calculé x étoile à x puisque la base, la famille xi1 est orthonormée, donc c'est égal à ça, c'est le calcul qu'on a fait tout à l'heure. Alors ici, puisque ça c'est égal à 1, donc je multiplie par, j'écris ça, donc je vais avoir cette écriture. Alors comme i1 est la plus petite valeur propre, toutes ces quantités sont négatives, et ça c'est positif, donc ça c'est négatif. Et la même chose pour lambda ik. Voilà, donc ça c'est un minimum, c'est un minorant, et ça c'est un majorant, et ils sont dans A, et donc on a montré le résultat. Alors donc en fait c'est très très simple, mais on va voir que ça va avoir des conséquences très importantes. Alors le cas de l'égalité, eh ben, si j'ai ça égal à 0, donc je vais avoir ça égal à 0, mais ça c'est une somme de termes négatifs. Tous les termes sont négatifs. Et donc le premier il disparaît. Donc toutes les autres vont, les coefficients de p égale à 2 jusqu'à n vont être égales à 0. Et donc x égale à 1, voilà. Et pour l'autre, c'est la même chose. Voilà. Et on a montré le théorème de Rayleigh. Alors un corollaire, ben, quand je prends S et Cn, quand on prend S et Cn, donc la plus petite valeur propre, c'est le minimum de cette quantité pour les vecteurs
pour les vecteurs unitaires, et la plus grande valeur propre égale à ça. Et on a les inégalités de de Rayleigh qui sont données par cette formule. Voilà, et le cas de l'égalité ici, c'est donné quand x est un vecteur propre. Voilà, donc c'est ça donc là on a pris le cas S égale à Cn. Alors maintenant, le théorème de Courant-Fischer, donc je vais noter, ça c'est la grassmannienne K, c'est-à-dire l'ensemble de tous les sous-espaces vectoriels de Cn de dimension K. Et le théorème de Fischer, donc si je prends une matrice hermitienne lambda 1 inférieur à ses valeurs propres, eh bien je vais avoir cette très jolie formule. Alors qu'est-ce que ça dit? Nous avons vu que ça, quand S est l'espace vectoriel engendré par des vecteurs propres, ça c'est la plus petite valeur propre. Mais si je prends S quelconque, un sous-espace quelconque qui n'est pas forcément engendré par des vecteurs propres de la matrice, et bien, le théorème de Courant-Fischer me dit que si je prends ces valeurs, toutes ces valeurs, en faisant varier les sous-espaces propres, et bien la plus petite valeur de cet ensemble, c'est lambda k. Et donc là, on prend tous les sous-espaces propres de dimension k, je calcule ça, j'obtiens un ensemble et le minimum c'est lambda k. Et ça, ça généralise parce qu'on a vu pour lambda n, pour lambda 1, c'est vrai. Pour lambda 1, c'est vrai. Mais dans le corollaire de lambda 1, on a pris, c'est le minimum sur l'espace propre de dimension 1, comme il n'y a qu'un seul, donc c'est le minimum. Donc voilà. Et c'est aussi égal à max min. Donc ça, c'est le beau résultat de Courant-Fischer. Voilà, donc la valeur propre lambda k. Donc là, cette caractérisation, je l'obtiens sans parler de vecteurs propres, puisque là, je prends tous les sous-espaces vectoriels, je calcule cette quantité, je prends les minimums, et je vais obtenir la valeur propre lambda k. Et là, la même chose. Voilà. Alors, donc, pour montrer ça, ben c'est toujours, je vais montrer que ça c'est le minimum de cet ensemble. Donc je vais montrer que c'est un minoron et il est dans l'ensemble. Donc je dois montrer que lambda k c'est un max pour un S donné et qu'il est minoron, c'est-à-dire quel que soit S, si je prends un S quelconque, je vais avoir lambda k est supérieur à ce max. Donc voilà, et c'est facile. Donc voilà, donc je prends une base orthonormée de vecteurs propres. Je prends S un espace quelconque. Je vais montrer que ce max est supérieur ou égal à lambda k, quel que soit S. Et je me considère cette sous-espace propre. Voilà, alors celui-là, il est formé des vecteurs propres. Alors la première chose, c'est de montrer que l'intersection est non vide. Alors si je calcule la dimension de S inter S', donc la formule classique, ça c'est dimension S plus dimension S' moins dimension de ça. Mais ça c'est plus petit que N, donc, donc moins dimension est supérieur à moins N. Donc j'ai ça, supérieur à ça plus ça moins N. Ça c'est dimension de S c'est K, dimension de S' c'est 1 moins K plus 1. Et donc, la dimension de S inter S' est supérieure ou égale à 1, et donc cet espace vectoriel n'est pas réduit à 0. Donc, voilà. Alors maintenant, donc, si je prends le max sur S, eh bien, il va être supérieur au max sur S inter S', puisque S inter S' est contenu là-dedans. Alors ça, il est supérieur au min, mais le min de S inter S' est supérieur au min de X appartient à S'. Mais ça, S' c'est un espace vectoriel engendré par des vecteurs propres. Donc théorème de Rayleigh, il me dit que ça c'est lambda k. Voilà, donc j'ai montré que lambda k est plus petit que ça, donc c'est un minoron de cet ensemble. Voilà, lambda k est un minoron. Alors maintenant, je vais montrer qu'il est là-dedans. Ça veut dire que je dois trouver un sous-espace vectoriel là-dedans.
de dimension k tel que ça égale à lambda k. Bon, et ça c'est facile. Si je prends cet espace vectoriel, le théorème de Rayleigh me dit que son max c'est lambda k, donc lambda k est là-dedans, et on a gagné. Et on a montré le théorème de Courant-Fischer. Alors donc vous voyez, le théorème de Rayleigh n'était pas très difficile à montrer, et pour déduire ce résultat, encore moins. Mais il y a, bien sûr, c'est au niveau de voir les choses et de trouver le bon chemin pour arriver au résultat. Voilà. Alors, pour l'autre max-min, donc là, je vais utiliser moins A. Donc j'ai moins lambda k, c'est la valeur propre, lambda n moins k moins A. J'utilise le résultat que je viens de montrer, donc ça c'est le min-max de moins A. Le max de moins quelque chose, c'est moins le min. Et le min de moins quelque chose, c'est moins le max. Et voilà, et on a le résultat. Voilà. Et maintenant, on peut commencer par démontrer le théorème de Weil. Alors je le réécris. Donc je dois montrer ces inégalités. Et je dois voir le cas de l'égalité. Alors allons-y, la première, pour montrer ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien c'est juste là la chose délicate. Donc je choisis une base orthonormée de vecteurs propres pour A, une base orthonormée de vecteurs propres pour B, et une base orthonormée de vecteurs propres pour A plus B, puisque ces trois matrices sont toutes les trois hermitiennes. La somme de deux matrices hermitiennes est hermitienne. Et voilà, je prends un I là-dedans et J là-dedans. Et voilà, et je fais ce choix-là. On choisit S1, c'est cet espace vectoriel engendré par les vecteurs propres x1 jusqu'à xi plus h. Ça, ce sont des vecteurs propres de A. Je fais la même chose pour ça, donc il y a n-g. Je choisis ça pour n des vecteurs propres de B, et ça c'est les vecteurs propres, ça c'est le zi qui apparaît ici. Donc c'est ça l'idée. Et l'idée c'est de montrer que l'intersection de ces trois sous-espaces propres est non vide. Alors donc on va utiliser la formule. Dimension de S1 inter est supérieure à ça. Et je remplace les dimensions. Et donc voilà, i plus j moins, je vais trouver 1. Donc cet espace vectoriel est non réduit à 0. Voilà, donc alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends un vecteur unitaire là-dedans. Et je vais exprimer le fait que x est dans S1 en utilisant le théorème de Rayleigh, x dans S2 en théorème Rayleigh et x dans S3. Vous allez voir, c'est... voilà, donc x dans S1, l'inégalité de Rayleigh me dit que x étoile à x est plus petit que la plus grande valeur propre ici, c'est i plus j. X dans S2, le théorème de Rayleigh me dit que ça c'est plus petit que lambda de n moins j. Et x dans S3 me dit que la plus petite valeur propre, ici, lambda i de a, est plus petit que ça. Alors maintenant, ça c'est x étoile à x, ça va être inférieur à ça. Et x étoile px, ça va être inférieur à ça. Donc ça c'est inférieur à ça, plus ça. Et on a l'inégalité de Weil. Alors vous voyez, c'est voilà, c'est très joli. Et en fait, tout repose sur ce choix-là. Donc de choisir ce vecteur et bien sûr d'utiliser le théorème de Rayleigh. Alors, le cas de l'égalité, donc je vais avoir l'égalité dans ça, si ça coïncide avec ça, et ça, la somme de ça égale à ça. Donc je vais avoir ça. Alors ça, donc ça veut dire que j'ai l'égalité dans Rayleigh, donc ça veut dire que x est un vecteur propre de A plus B. Et ça, c'est plus petit que ça, donc ça c'est négatif.
Ça c'est négatif, donc là, ça égale à 0 et ça égale à 0. Et donc j'ai l'égalité dans Rayleigh pour A et dans P on a le résultat. Voilà, alors dans l'autre sens, eh ben, on va utiliser moins A. Donc je vais prendre moins lambda n moins i plus 1 de A plus P. Ça, c'est lambda i de moins a moins b. J'utilise l'inégalité précédente que j'ai montrée pour moins a et moins b. Et maintenant, ben, j'aurais écrit les valeurs propres. Ça, c'est lambda i de moins, c'est moins lambda i, voilà, etc. Je fais un petit changement de paramètres et je retombe sur ce que je cherche. Voilà. Et donc, on a les inégalités de Weyl. Alors, le premier corollaire, donc je vais avoir cette majoration, la valeur propre, la i1 valeur propre de a plus b, toujours entre lambda i de a plus la plus grande valeur propre de b, est supérieure à la valeur propre de ai et la plus petite valeur propre de b. Et de ce résultat, je vais déduire ça, que lambda i de a. Donc ça veut dire que l'application lambda i, qui a une matrice hermitienne associée à i1 valeur propre, est lipschitzienne. Et donc en particulier les continus. Donc ça c'est très important. Ça c'est la norme de la matrice A-P. Bon alors ça c'est facile. Donc je reprends les formules les inégalités de Weyl. Ici, je prends j égale à 0, donc ça va me donner, si je prends j égale à 0 là-dedans, donc je vais avoir lambda i de a plus p inférieur à lambda i plus lambda n, donc je retrouve ça. Et si je prends j égale à 1 dans ça, donc je vais avoir lambda i est supérieur à lambda 1 plus lambda i. Et voilà. Bon alors maintenant, à partir de ça, je montre que lambda i de a plus p moins lambda i de a, donc ces deux quantités sont inférieures à la valeur absolue de a lambda np, puisque ici c'est inférieur à lambda n de p, donc inférieur à la valeur absolue. Et dans l'autre sens, c'est supérieur à lambda 1, donc c'est inférieur à la valeur absolue de... Voilà. Et donc ça va entraîner que la valeur absolue est inférieure au max de ces deux quantités. Et bien il se trouve que ce max, c'est justement cette norme. Alors pourquoi? Donc le max, donc c'est le sup des bx pour x égale à 1. Donc ça c'est xp étoile px. Donc c'est x étoile p carré. Donc ça c'est le sup d'après le théorème de Rayleigh, c'est la racine de la énième valeur propre de b carré. Voilà. P carré aussi hermitienne. Et ça, c'est les valeurs propres de p carré sont les carrés des valeurs propres de b. Donc ça, c'est le max de ça. Et puisque les valeurs propres sont ordonnées, donc on va avoir ça. Voilà, et donc on a le résultat. Alors le dernier corollaire, ben, si on ajoute, c'est la perturbation est semi-définie positive, c'est-à-dire ces valeurs propres sont positives ou nulles. Alors quand on perturbe, les valeurs propres vont augmenter. Lambda i de a est inférieur ou égal à lambda i de a plus p. Et si les valeurs, si b est définie positive, c'est-à-dire lambda i de b est strictement positif, ben les valeurs propres vont strictement augmenter. Ça, c'est très, très, très important. Voilà. Et donc la démonstration, à partir de ça, on écrit lambda i de a, c'est plus petit que ça, puisque lambda 1 de b est positif, et ça, c'est plus petit que lambda i de a plus b, à partir de ça. Et voilà. Et on arrive à la fin de cette vidéo.
Alors si vous êtes resté jusque-là, je vous invite à liker, s'abonner, partager. Et je vous remercie.